Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui est né dans une famille de kayakistes avec un père champion du monde et un frère champion de canoë également. Il progresse petit à petit pour intégrer l'INSEP et se distingue en 2001 en remportant des manches de la Coupe du Monde. En 2002, il a attendu au championnat du monde, au même endroit où son père a été consacré quelques années auparavant, mais n'arrivera pas à remporter la première place. En 2004, les Jeux Olympiques d'Athènes vont le consacrer champion olympique. Après cela, il devient champion du monde par équipe, mais connaît ensuite des difficultés entre des non-sélections et le changement de nationalité sportive. Il continue sa quête pour devenir à nouveau champion olympique, mais n'arrivera pas à être sélectionné pour les JO de Londres. Depuis 2015, il est devenu entraîneur d'un autre champion olympique, Denis Gargaud. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter avec un champion olympique, de comprendre ce que ça implique de le devenir et les conséquences que ça a sur soi-même et sur la poursuite de sa carrière. J'ai le plaisir de pouvoir en discuter avec Benoît Péchier. Alors, la première question, c'est la même que je pose à tous mes invités, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené au kayak ? C'est assez simplement une histoire de famille, vu que mon père était sportif de niveau en kayak. Il a été champion du monde en 1969. Il est resté dans le milieu. Il a été cadre technique de la fédération et entraîneur national à une époque. Tout petit, j'ai été très proche de ce milieu-là, et puis c'est venu très naturellement. Les vacances en famille au bord de rivières, et etc., etc. Même si j'avais un peu peur de l'eau au début, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais plutôt effrayé en kayak. Après, une fois que je m'y suis vraiment mis et que j'ai accroché, ça a été parti pour durer pendant un moment. Mais justement, quand t'es enfant, qu'est-ce qui t'accroche au kayak ? Quel plaisir tu prends à faire du kayak ? Au début, c'était un peu surmonter ma peur, puisque c'était la peur de nager, la peur de l'eau, la peur des mouvements d'eau. Et après, ça a été le jeu, parce qu'en fait, on a la chance de pratiquer un sport où chaque jour ressemble à aucun autre, puisqu'on joue en eau vive, on joue avec les éléments. Ça, c'est assez fantastique quand on est enfant. On progresse ensuite relativement vite sur certains aspects. On peut découvrir des lieux un peu magiques quand même. Quand on descend une rivière, on part à l'aventure quand même. C'est quelque chose qui accroche. Mais vraiment, ce que je retiens, moi, c'est plutôt l'histoire de jeu en eau vive et de créativité qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on aborde ce milieu-là. Et quand tu es enfant, est-ce que tu penses que tu avais un état d'esprit de compétition très jeune ou c'est venu plus tard ? Je pense que j'avais quand même un état d'esprit où je voulais être devant, je voulais être premier, je voulais gagner. Donc dans les petites catégories en kayak, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on fait des toutes petites courses. On était souvent deux au départ, mais je me faisais battre une année sur deux par un concurrent qui avait un an de plus que moi et dont on partageait la catégorie donc une année sur deux. Et je me souviens que j'avais quand même du mal à le vivre. Je préférais les années où j'étais le grand dans ma catégorie et où j'avais une chance de gagner. À quel moment tu décides de faire du haut niveau ? Est-ce que c'est très jeune, tu sais que tu as envie d'aller vers ça ou c'est venu au fur et à mesure ? C'est dur à répondre quand même à cette question-là. J'ai l'impression que c'est plus un parcours où, oui, j'avais le rêve d'aller aux Jeux Olympiques, mais je sais pas à quel âge il est arrivé. Et c'est plus un enchaînement qui fait que petit à petit, on se fixe des objectifs de plus en plus élevés. Quand on était petit, avec copains de mon club de kayak, on allait sur les compétitions et on passait beaucoup de temps aussi au bord de l'eau parce que quand on fait une compétition, toute la vie, toute la vadrouille qu'il y a autour de la compétition qui est sympa à vivre aussi. Et je me souviens qu'on faisait des petites courses avec des bâtons dans l'eau et on avait notre progression de championnat départemental jusqu'à championnat du monde, Jeux Olympiques. Et c'est un peu cette idée-là qui m'était restée, c'était passer toutes les étapes, essayer d'être au top dans chaque niveau en fait, que ça soit au niveau départemental, régional, national, etc. et monter, gravir les échelons comme ça petit à petit. Ça a fonctionné jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouais. Et avant d'arriver aux Jeux Olympiques, quel a été ton parcours pour arriver jusque-là ? Généralement, un parcours d'athlète, j'ai seulement mon expérience, mais je vois un peu les athlètes les plus proches avec lesquels je travaille. C'est toujours assez chaotique quand même parce que le chemin vers les Jeux Olympiques, il est extrêmement compliqué au niveau sportif. Le niveau qu'il faut atteindre, il est très élevé. Le chemin
des sélections olympiques est un véritable parcours du combattant. Il faut passer par des dizaines d'épreuves de sélection. Donc, on a des années où tout va bien, on se dit bah ça va le faire. Finalement, les Jeux olympiques sont 2 ou 3 ans plus tard, donc il se passe énormément de choses avant d'y arriver. Puis l'année d'après, on est dans une année beaucoup plus compliquée avec des échecs et les Jeux olympiques, le rêve s'éloigne. C'est un peu les montagnes russes pendant plusieurs années avant d'arriver à atteindre cet objectif-là. Pour moi, j'ai vraiment commencé à y penser quand j'avais 15 ans, donc en 95, même un peu avant, peut-être 92, j'avais 12 ans. 96, j'ai suivi ça à la télé avec le sacre olympique de Addison Forgue, le canoë biplace français qui a gagné à Atlanta. Et en même temps, en parallèle, moi j'avais été champion de France dans la catégorie cadet. Je me disais que j'étais sur les bons rails et qu'il fallait que je continue à progresser pour atteindre cet objectif. Et l'année d'après, en fait, le canoë slalom a été retiré du programme olympique. Donc ça a été un coup super dur et ça a été très dur mentalement de me dire que avant que j'ai pu même commencer à approcher un peu de ce rêve-là, il m'était retiré. Ça a duré, je pense, un an, peut-être un an et demi, ouais, avant que le slalom soit réintroduit pour les Jeux de Sydney. Donc 2000, j'ai eu la chance aussi d'être un peu convié à assister aux épreuves olympiques et là je me suis dit je veux pas rater ça l'Olympiade prochaine. L'Olympiade a été très dure aussi à vivre parce que 2000 j'étais dans les meilleurs français, 2001 j'ai gagné 2 coupes du monde, donc ce qui n'était pas arrivé depuis 8 ans pour un français, et 2002 je me suis fait doubler par Fabien Lefebvre, 2003 un autre échec et donc une grosse remise en question sur l'avenir et sur la façon dont je pouvais atteindre mon objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Bah, ça, on va reparler juste après, mais je me demandais, comme tu as ton frère aussi qui fait du kayak et ton papa, est-ce que ça a été une forme de pression ou comment tu as vécu le fait de grandir dans une famille où il y a de la performance? Ouais, c'est un milieu compétitif, ouais. On s'est beaucoup tiré la bourre. Là, maintenant, on a tous atteint nos objectifs plus ou moins de carrière et on est passé un petit peu à autre chose, mais ça reste quand même un milieu familial compétitif, c'est sûr. Même si mon frère faisait pas la même catégorie que moi, parce que moi j'étais en kayak et lui en canoë, ça nous permettait quand même de pas être en confrontation vraiment directe. Mais justement, est-ce que ton papa et ton frère a contribué à ton état d'esprit Ah oui, je pense, oui, oui, oui. En tout cas, le fait d'avoir un membre de la famille, ça facilite énormément les choses parce que tout est plus facile, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la compréhension de ce que cela implique de s'engager à fond dans le sport du haut niveau. C'est une attitude un peu folle quand même d'être sportif de haut niveau et quand on est entouré de gens qui sont passés par là, on est un peu moins pris pour un fou, quoi. Donc tes parents, ils t'ont encouragé dans ton parcours. Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Enfin, encourager et faciliter, bien sûr. En 2002, il y a un petit clin d'œil de l'histoire parce que tu te retrouves au même endroit où ton papa a gagné le championnat du monde. Oui, exactement, ouais, ouais. Tu rates l'objectif de le gagner à ton tour. Est-ce que tu avais appréhendé ce clin d'œil de l'histoire différemment, peut-être mentalement? En fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'appréciais énormément la navigation sur ce bassin à Bourg-Saint-Maurice. C'est très gros, c'est risqué, c'est engagé. J'étais super à l'aise là-dessus. En fait, je ressentais pas du tout la peur, mais plutôt excitation sur ce bassin-là. J'avais d'autant plus la pression que j'étais pas très à l'aise sur les bassins artificiels qui allaient devenir la norme juste après. Et ça m'a mis énormément la pression. C'est de me dire, c'est ma dernière chance, quoi. En gros, si en plus on rajoute le fait que tout le monde me parlait du fait que c'était pour Saint-Maurice, que c'était une histoire familiale, moi je me prenais au jeu, je me disais bah ça peut pas m'échapper en fait. Et en fait j'ai eu énormément de mal surtout à gérer le fait que Fabien Lefebvre, qui était un peu plus jeune que moi, me passe devant de façon tout à fait insolente. Il avait été tellement fort que même avant de partir, moi je savais que j'avais perdu la course, quoi. Donc là, tu n'as pas cru que c'était possible à ce moment-là d'être champion du monde? Je croyais jusqu'à juste avant la course, puisque lors des qualifs, je crois que j'étais classé deuxième peut-être. Et donc pour moi, c'était largement faisable. Je pense que à ce moment-là, j'aurais cherché à rester concentré sur la navigation et pas penser aux résultats. J'aurais sûrement pu faire beaucoup mieux. Peut-être sûrement pas gagner parce que Fabien avait été imbattable, je pense, ce jour-là. Mais au moins accrocher une place qui m'aurait convenu, déjà une médaille ou une place en finale. Et j'ai lu que tu avais dit que tu avais mis 2 saisons à t'en remettre. Comment tu as réussi à rebondir
parce qu'après tu gagnes les Jeux Olympiques, mais dans ces 2 années, comment tu essayes de rebondir après cet événement? Et ben ça a été la descente aux enfers d'abord. À la fin de la saison 2002, j'ai quand même réussi à sauver un peu les meubles, que ce soit en Coupe du Monde, même si j'étais pas très à l'aise. J'avais perdu un peu mes repères. Je sentais que j'étais plus compétitif qu'avant, plus aussi relâché. Et après 2003, ça a été catastrophe complète, qu'une course qui passe. Et là, ça a été les sélections françaises de 2003, donc où j'étais pas sélectionné en équipe de France, donc pas de championnat du monde. Je suis allé refrapper à la porte de la psychologue du sport avec laquelle je travaillais déjà depuis fin 99, et elle m'a donné un petit peu des conseils sur ce qu'il fallait faire. Donc j'avais un carnet sur moi et je notais toutes les idées qui me passaient par la tête et trouver des solutions pour éviter de retomber dans des biais comme j'avais vécu à Bourg-Saint-Maurice en 2002 en particulier, et puis pour me sélectionner pour les Jeux et pouvoir m'exprimer complètement le jour de la course. Donc là, tu as pris en compte la dimension mentale de la compétition à ce moment-là, ou c'était déjà avant quelque chose dont tu te disais c'est important? Je me suis toujours dit que c'était important. C'est quelque chose que j'avais travaillé beaucoup avec cette personne, avec de bons résultats à la clé. En fait, je m'étais rendu compte que j'étais performant dans ce que je faisais, que je m'entraînais bien, mais que j'étais très irrégulier en fait. Mais je m'étais quand même rendu compte de ça avant. Il a fallu quand même que je me prenne cette grosse claque pour me dire que il fallait que je m'y remette en fait, parce que j'avais quand même un peu délaissé cet aspect-là. C'est un travail que j'avais envisagé déjà depuis les petites catégories, parce que je me suis toujours dit qu'il fallait que je me prépare mentalement avant les courses. Et justement, après, en 2004, cette fois, tu remportes la médaille d'or au JO. Qu'est-ce que tu as modifié entre 2002 et 2004 concrètement pour arriver à... Qu'est-ce qui a fait la différence en fait? La différence a été le gros travail que j'ai fait, donc que ça soit au niveau physique, technique, matériel, mental, donc tout était différent. Et après, quand je repense vraiment à la course, ça a été une lutte extrêmement dure en fait, juste pour rester dans l'instant et rester dans ce que je pouvais maîtriser en fait, la technique, la navigation, et éviter de penser à l'enjeu, au résultat, public, à la pression, aux sponsors, aux journalistes, tout l'environnement qui est extrêmement dur à gérer quand on est aux Jeux Olympiques. En fait, moi, je m'en suis quasiment pas rendu compte de tout ce qui se passait autour. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu étais prêt à assumer la médaille d'or, le fait d'être gagnant et peut-être tout ce qui va avec, on va dire? Oui, je pense que, en fait, ça me fait penser ouais, au fait qu'en 2002, la réflexion avant la compétition, c'est une réflexion que je m'étais fait peut-être la veille de la finale. C'était en gros, est-ce que ça me fait pas peur d'être champion du monde? Est-ce que je vais pouvoir gérer les conséquences d'être champion du monde? Et c'est vrai que c'est un truc qui fait peur en fait. Quand on est sportif, on se dit oula, attends quand même, c'est ce que je veux, mais ça peut quand même être compliqué après. Et donc ce travail-là, il me semble que je l'avais fait avant les Jeux Olympiques. Donc ça faisait partie de la préparation mentale, c'est de me dire que oui, je l'acceptais, ouais, je l'assumais, j'étais prêt à l'assumer. Ouais. Ouais, parce que tu vois, c'est ce qui fait souvent la différence des fois quand je discute avec plein de sportifs. Le moment où ils gagnent, c'est souvent le moment où ils se sont dit, bon, bah, je suis prêt à assumer de Ouais. gagner. Alors qu'avant, Mm. bah, en fait, non. Inconsciemment, il y a des barrières Ouais. Et c'est vrai que c'est la question que je m'étais pas posée depuis un moment, mais c'est vrai que ça résonne en moi. Ouais, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais, c'est ce qu'on peut appeler des fois la peur de gagner, mais le fait d'assumer et de se rendre compte de l'implication. Et une fois que ça a été gagné, ça a été une autre histoire complètement, hein, avec les implications que j'aurais jamais soupçonnées. Mais justement, je me demandais comment on digérait une victoire aux Jeux Olympiques, d'atteindre un objectif, un rêve. Est-ce que derrière, c'est facile, c'est compliqué de se remettre des objectifs? Comment tu as vécu l'après, en fait? Il y a une dichotomie en fait entre plein de trucs. En kayak, c'est assez facile à digérer puisque à la première course à laquelle j'ai participé, je pense que j'ai dû faire 10e. C'était une course nationale. Je croyais que j'avais découvert quelque chose de magique, et en fait, je me suis vite rendu compte que le haut niveau en fait pardonne à personne. Donc d'un côté, ça fait vite redescendre sur terre. De l'autre, c'est dur à gérer parce qu'on a énormément de sollicitations, de choses qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire. Mais moi, j'avais du mal à comprendre. J'étais pas hyper bien entouré, mais ça a été quand même une période assez compliquée.
digérer vraiment le titre. Ça m'a pris 4 ans où j'étais motivé pour faire du kayak, motivé pour faire des performances, mais où ça marchait pas non plus, quoi. Fallait trouver vraiment un autre équilibre et réinventer une nouvelle approche, un nouveau projet avec des nouvelles personnes, reprendre un peu, encore une fois, les choses à la base. Donc après, comment tu te reconstruis finalement après une grande victoire comme celle-là? C'est le rêve olympique, en fait. Tout simplement, quand on est rentré d'Athènes, on s'est dit, bon, quand est-ce que ça recommence, quoi? Il faut attendre 4 ans, ça va être long. Et effectivement, c'est long, il se passe plein de choses. C'est chaque année, chaque saison ramène de nouvelles incertitudes et de nouveaux défis à relever. Mais ce qui guide, c'est vraiment se dire, toutes ces 4 ans, quoi qu'il arrive, il y a les Jeux Olympiques. Et moi, j'ai envie de tout faire pour y retourner, quoi. Ça met quand même du temps à vraiment mûrir et à accepter que c'est pas fait et il faut reprendre son temps et reprendre les bases. Donc en fait, quand tu réussis à trouver un équilibre pour gagner en 2004, il faut tout remettre en question pour espérer regagner une médaille derrière. Ben, en fait, je pensais que j'avais trouvé la recette et il s'est avéré qu'il n'y a pas de recette. En fait, la recette, elle peut marcher qu'une seule fois et on peut pas la reproduire indéfiniment pour que ça remarche. On évolue. Le fait d'avoir gagné une fois, ben, ça m'a fait changer. Donc, il a fallu que j'ai une nouvelle approche et en fait, il faut tout réinventer. L'environnement évolue aussi. L'équipe de France avait évolué. J'avais changé de lieu d'entraînement. J'avais changé d'entraîneur aussi. Et donc, tout ça fait qu'on est obligé d'évoluer, on est obligé de réinventer une nouvelle recette. Et après ces Jeux Olympiques, quel a été ton parcours puisque tu n'as pas été sélectionné pour Pékin? Ça a été particulier. En fait, après 2004, j'ai pu participer au Mondiaux en 2005, où j'ai fini cinquième, ce qui était honorable dans une année post-olympique. 2006, je me suis pas sélectionné en équipe de France. Je venais d'obtenir mon professorat de sport, donc j'étais potentiellement privilégié pour avoir un poste pour me permettre de m'entraîner dans des conditions très bonnes à l'INSEP. 2007, je me suis pas sélectionné. J'ai été obligé de quitter l'équipe de France, de quitter mon poste de prof de sport à l'INSEP. Et donc, il a fallu que je me remette encore une fois en question et que je reparte sur un projet nouveau avec un nouvel entraîneur. Et ça s'est arrêté malheureusement aux sélections en avril 2008 où je me suis fait devancer dans des conditions un petit peu discutables malheureusement par Fabien Lefebvre. Donc, j'ai pas pu aller à Pékin. J'étais remplaçant olympique. Il y avait qu'une seule place pour la France en kayak. Et donc, j'ai terminé deuxième et j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé. Après ça, est-ce que tu envisages de continuer après sur les Jeux Olympiques de 2012 ou c'est Ah oui, oui, bien sûr, ouais, c'est le fait de pas me sélectionner, ça m'a encore plus donné l'envie de continuer. Là, c'était une rage, un esprit de vengeance un petit peu. J'ai fait le choix, un pari risqué et qui s'est avéré perdant, c'est d'essayer d'aller courir pour une autre nation à partir de 2009. Donc j'ai couru pour la Grèce pendant une saison. Ça s'est pas révélé du tout payant parce que déjà mentalement ça m'a pas du tout convenu. Ça a été quand même hyper dur, même si ça pouvait paraître facile. C'est changer de pays et changer de petit drapeau qu'on voit à côté de son nom au départ de la course. Ça, la première fois que je l'ai vu sur le panneau au départ, ça m'a quand même fait bizarre. Et aussi au niveau citoyenneté et paperasse un peu administrative, en fait, on s'est rendu compte que c'était impossible d'obtenir une nationalité et de continuer à courir pour la Grèce à l'avenir. Donc l'expérience s'est arrêtée très rapidement dès 2010 et j'ai pu réintégrer le processus de sélection français à partir de la saison 2011 avec l'objectif de me sélectionner en 2012. Et donc en 2012, là aussi, ça fonctionne pas. Tu es sélectionné ou pas? Ah non, mais alors là, autant en 2008, j'avais vraiment joué le jeu jusqu'au bout, j'étais au niveau, je pouvais tirer mon épingle du jeu. Autant en 2012, j'ai été spectateur de mon naufrage aux sélections olympiques et j'ai regardé une bonne partie des sélections de l'extérieur quasiment. Et donc aujourd'hui, quel regard tu as sur tout ce parcours sportif que tu as eu avec comme point d'orgue cette médaille? Bah, j'ai pas mal de satisfaction, beaucoup de regrets parce que je me dis que avec le recul, je me
dis que j'ai fait quand même des erreurs qui sont bêtes, mais quand on est dans le feu de l'action, on se rend pas toujours compte des choix qu'on fait, on se rend pas toujours compte de la stratégie adoptée sur certaines courses où on peut être un peu plus conservateur, un peu plus patient, un peu moins prendre de risques. Mais avec le recul, c'est toujours plus facile de se rendre compte de ces erreurs-là. Après, je me dis que c'est un mal pour un bien parce que j'ai quand même eu un parcours qui me convient et je suis quand même satisfait de là où ça m'emmène, des personnes que j'ai rencontrées et surtout du métier que je peux avoir grâce à ça maintenant, qui me plaît pas mal quand même. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.